Bonsoir à tous. On espère que vous avez passé une bien belle journée et que les vacances commencent sur de bonnes bases. On va quand même parler d'école, puisque les vacances c'est maintenant, école c'était avant. On va faire le point un petit peu sur ce premier trimestre, ce deuxième trimestre qui a commencé un peu tronqué. On en parle dans Cosmo Réunionnais, on en parle avec Daniel Amouni du FCPE. Du FCPE, mais de la FCPE, la Fédération des conseils d'école des parents d'élèves. Bonsoir, monsieur Daniel Amouni. Bonsoir. Alors, je disais que c'est peut-être les vacances, mais quand on regarde dans le rétro pour parler de ce premier trimestre et de ce deuxième trimestre qui a déjà commencé, tronqué, quels sont les éléments à retenir de ce premier trimestre déjà ? L'actualité, je dirais qu'il y a eu ces dernières, notamment sur la fin de l'année scolaire, principalement, qui a entraîné la fermeture des classes pendant quelques jours. Donc, ce qui pose préjudice à l'éducation des enfants et ce qui, quelque part, entraîne un retard dans les programmes scolaires. Donc ça, je dirais, c'est le plus gros problème qui se pose, qui vient se rajouter au problème déjà existant de manque de professeurs, des professeurs non remplacés, donc qui sont assez récurrents au niveau de l'éducation nationale, malheureusement. La question, c'est que est-ce que la rentrée s'est déroulée sur de bonnes bases, dans de bonnes conditions ? Alors, elle s'est plutôt bien déroulée puisque il y avait les premiers jours de la rentrée, le nombre d'enseignants nécessaires, ce qui est un minimum quand même dans chaque classe, mais de manière globale, sur le reste de l'année, on a rencontré les mêmes problèmes, à savoir des professeurs qui n'étaient pas remplacés. J'ai eu le cas encore d'un parent qui m'a signalé sur un collège où ça faisait plus de 15 jours que le professeur était absent, n'était pas remplacé, qui se rajoute malheureusement au jour de fermeture, et donc globalement ça fait dans cette matière, donc mathématiques au collège, pour des élèves de troisième, si j'ai bonne mémoire, quasiment un mois d'absence à rattraper. Donc c'est ce genre de situation que l'on a à faire malheureusement encore cette année. Quelque chose qui vous concerne vous ? Quelle est la représentativité des parents depuis la rentrée ? Nous n'avons pas encore eu les résultats de manière détaillée. On a eu, le rectorat nous envoyait les résultats synthétiques et globalement, sur le département de la Réunion, la FCPE se porte très bien puisque nous progressons en termes de voix et en termes de sièges sur le département. Néanmoins, nous sommes aujourd'hui donc toujours dans une phase de reconstruction de la FCPE et nous situons en deuxième position, si on peut parler de position, donc devant l'UNAPE, devant la FRAP et compagnie, et derrière la PEP qui aujourd'hui a 200, 300, 400 voix de plus que nous. Sur la représentativité des parents de manière globale, est-ce que les parents sont plus présents dans les écoles, dans les collèges et les lycées? Est-ce que les parents s'intéressent un peu plus à la scolarité de leur enfant? Si on se base sur les élections en elles-mêmes, il y a encore un recul de la participation au niveau du nombre de votants. Donc, ce qui est regrettable, puisque c'est un recul qui a commencé depuis un certain nombre d'années et qui donc s'arrête pas. Donc tous les ans, ça recule, et donc on ne peut que constater cela et le regretter. Après, s'agissant de la FCPE, où nous avons, nous, progressé, comme je disais, mais progressé à la fois au niveau des élections, mais aussi progressé dans la représentation au niveau des établissements, parce que nous avons de plus en plus de parents qui nous appellent et qui nous permettent de mettre en place des représentants, alors qu'ils ne sont pas forcément élus, puisque souvent c'est en cours d'année, qui nous permettent donc d'être présents dans de plus d'établissements. Donc, avec le temps, d'année en année, on progresse à ce niveau-là. Donc, nous, on est dans une phase dynamique, dans une phase de progression. Les parents recherchent. Nous, ce qu'on constate, c'est que les parents sont à la recherche d'informations. Et on se constate aussi, malheureusement, que beaucoup de parents ignorent encore l'existence de fédérations, l'existence de la FCPE. Donc, notre travail consiste donc à se faire connaître. Notre travail
consiste à aller vers ses parents. Et ce n'est que comme ça, en tout cas de notre point de vue, qu'on va pouvoir freiner, voire ralentir, voire inciter les parents à s'impliquer de plus en plus dans les établissements, participer au vote. Mais au-delà du vote, qui est un moment, c'est essentiel pour déterminer la représentativité, mais ce que recherchent aussi de plus en plus les parents, et ce que sur nous on travaille, c'est d'être présent au quotidien dans l'école, apporter, participer à la vie de l'école. Et c'est là-dessus que nous on travaille de plus en plus avec les parents, au-delà du résultat ou des résultats au niveau des élections, qui pour nous ne sera que la suite logique des parents qui s'engagent dans l'établissement. Les quelques manifestations qu'on a vues en début d'année scolaire, c'est ne pas fermer une classe, ou réclamer un enseignant, ou la cantine. Ça, parfois, j'allais dire, la portée des actions semble un peu limitée. Alors, on a le sentiment parfois que c'est limité parce que on ne voit pas forcément le résultat tout de suite. Il y a des actions un peu coup de poing. On va fermer une école ou on va vouloir bloquer une école pour obtenir le maintien d'une classe ou l'ouverture d'une classe ou le manque de professeurs. Donc ça, c'est vrai que c'est assez épisodique et il faut quand même se battre. Et c'est souvent cette occasion aussi où les parents se rendent compte que quelque part, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'avoir une structure pour pouvoir porter leurs revendications. Et c'est à ce moment-là que nous, on intervient pour pouvoir donc leur apporter cette structure. Donc, on a l'impression, oui, que voilà. Et parfois, même si on n'obtient pas gain de cause tout de suite, ou parfois on obtient, on a l'impression que parce qu'on a tapé du poing sur la table, on a obtenu quelque chose. Et parfois, on se rend compte aussi que malheureusement, ces actions-là n'aboutissent pas toujours. Donc, nous, c'est du travail sur du moyen long terme. C'est d'expliquer aux parents leurs droits, d'expliquer ce qu'on peut comment se faire entendre, comment porter une revendication au niveau du rectorat pour faire bouger les choses. Et ça, c'est un travail, je dirais, de tous les jours. Et on ne voit pas forcément le résultat tout de suite. Aujourd'hui, vous avez la sensation que l'école s'ouvre aux parents, qu'on vous demande une vraie participation, un vrai partenariat, ou ça reste encore... après, la question va être encore un peu plus intéressante, rassurez-vous. Est-ce que chacun fonctionne un petit peu de son côté? Alors, il y a deux niveaux de réponse. Quand vous rencontrez le recteur, quand vous rencontrez donc les instances au niveau donc du rectorat, le discours qui nous est tenu, c'est le discours d'ouverture, c'est le discours que vous avez votre place, c'est le discours où on ne peut pas travailler sans les parents, etc., etc. Ça, c'est le discours officiel. Et il y a là cette volonté du recteur, du DAZEN, etc., de travailler en ce sens. Sauf que cette volonté-là, on ne le voit pas sur le terrain. Parce que sur le terrain, on a affaire à des directeurs d'école, à des directrices d'école, à des chefs d'établissement, où pour beaucoup, heureusement, sont ouverts, mais on rencontre encore un certain nombre de difficultés dans certains établissements où on a l'impression qu'on vient de piétiner le précaré de tel ou tel directeur ou de chef d'établissement. Et donc, c'est vraiment au cas par cas, au coup par coup, comme on pourrait dire comme ça. Et donc, ce n'est pas aussi évident que le discours qui nous est tenu au niveau du rectorat. Et il y a aussi l'autre pendant, notamment au niveau des collectivités territoriales, aussi, si je prends les communes, où on nous oppose, par exemple, Vigipirate pour empêcher à des parents de pouvoir organiser, par exemple, une action pour les enfants ou pour les parents d'un établissement. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Il faut toujours se battre, il faut toujours faire entendre nos droits, que ce soit auprès du rectorat ou que ce soit auprès des mairies notamment, puisque le primaire, notamment lorsqu'on veut organiser une kermesse, on veut organiser une fête, on veut organiser ne serait-ce qu'un goûter pour les enfants, c'est la croix et la bannière, puisque vous avez dans certaines communes, dès que vous demandez quelque chose, ah non, on peut pas parce qu'il y a Vigipirate. Or, Vigipirate n'empêche pas les actions. Et on l'a vu là, avec cet événement qui a eu lieu, qui s'est déroulé donc en métropole, ce jeune qui avait braqué sa professeure avec une arme factice, donc en plastique. Hein. Mais tout de suite, on a vu les enseignants se plaindre du fait que il faut toujours mettre une chape de plomb sur ce qui ne plaît pas, sur ce qui doit pas être développé, surtout pas dans les médias. Et là, on voit vraiment que il faut vraiment se battre pour pouvoir avoir accès à certaines informations. Oui, c'est le cas pour les parents d'élèves et pour les fédérations comme nous, de devoir se battre pour obtenir certaines... On n'est pas forcément informé. Effectivement, il y a cette omerta, quelque part, sur ce qui se passe dans certains établissements. Parfois même des parents où leurs enfants sont concernés par quelque chose ne sont pas informés.
de ce qui s'est passé et ils l'apprennent après coup, soit de la bouche de leur enfant la plupart du temps, mais où il y a eu un silence radio de la part de l'établissement. Et lorsque vous venez demander des explications, on fait tout pour étouffer l'affaire, parce que ça fait pas bien pour un établissement qui ait eu un problème. C'est pas bien pour la carrière d'un tel ou d'un tel dans l'école. Et donc l'intérêt de l'enfant, il passe vraiment au second plan. Et on le voit, les profs se sont plaints en disant que si jamais on dévoile l'affaire, c'est leur carrière professionnelle qui s'en ressent. Donc, non seulement les professeurs peuvent pas parler, et en plus, donc vous avez encore moins d'informations. Oui. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui mettre en place? Parce que là, c'est un peu comme dans la grande muette, à l'armée. Ce qui se passe dans l'armée, ça reste dans l'armée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que les parents soient un peu plus au courant de ce qui se passe? Il faudrait déjà ouvrir plus l'école, les établissements aux parents. Mais c'est un discours qu'on entend à chaque année, bien sûr, mais où les directeurs, les responsables disent l'école est ouverte, venez, mon bureau est ouvert, je suis prêt à vous entendre. L'école est ouverte, mais avec un cadenas sur le portail parce qu'il y a Vigipirate, etc. Donc il faut venir, il faut demander rendez-vous, il faut il y a plein de contraintes. Même parfois quand vous demandez rendez-vous, vous n'obtenez pas forcément tout de suite un rendez-vous. Mais ça c'est pour les cas individuels. Mais l'ouverture, moi quand je parle d'ouverture de l'école, c'est d'ouvrir l'école sur les activités, mettre en place un certain nombre de... Alors, ça se fait dans cet établissement, ce qu'on appelle les fameux cafés parents. Mais quand vous faites un café parent, café parent, à 8h ou 9h du matin, qui vient? C'est toujours les mêmes personnes qui viennent, mais vous avez des parents qui aimeraient pouvoir venir discuter, débattre au niveau de l'école, mais où il n'y a pas l'espace puisque ça se fait sur les heures de travail. Donc nous, on n'arrête pas de dire qu'il faudrait faire ces activités, en tout cas en faire plusieurs, même si on en fait une le matin à 9h, mais il faudrait peut-être en faire une le soir. Mais c'est difficile puisque qui le fait le soir? Quand on parle de partenariat, on n'a pas entendu de message pendant qu'il y a eu ces blocages des ronds-points, des barrages sur les routes. On n'a pas entendu ni l'éducation nationale, encore que ce soit avec les parents ou sans les parents, demander à ce qu'on lève les barrages. Les parents non plus n'ont pas osé demander à ce qu'on lève les barrages pour laisser les enfants aller à l'école. Écoutez, c'est un mouvement citoyen. Donc c'est à chaque citoyen, je dirais, de prendre ses responsabilités. Nous, à la FCPE, on n'a pas pris position parce que on a estimé que ce n'est pas notre rôle de prendre position sur ce mouvement. Par contre, nous avons écrit au recteur pour lui demander qu'est-ce qu'il allait mettre en place comme moyen pour pouvoir récupérer les heures perdues, comment est-ce qu'il va assurer la sécurité des enfants dans les établissements, comment on va s'organiser le transport de nos enfants de chez eux à l'école. Donc notre rôle, il est là, c'est au niveau de l'éducation, comment assurer tout ça. Et on avait donc alerté le recteur sur le fait qu'il voulait ouvrir trop vite les établissements, parce qu'on n'était pas du tout d'accord avec ça. Donc nous, on n'a pas demandé la fermeture, mais c'est la situation qui l'a exigé. À l'issue de la deuxième semaine, ils ont voulu ouvrir. Dès qu'il a voulu ouvrir la première fois, on lui avait posé des conditions en disant que nous, parents d'élèves, en tout cas à la FCPE, nous prenons nos responsabilités et nous disons que l'école ne peut pas réouvrir si telle condition n'était pas assurée. Donc la condition de sécurité, d'hygiène, d'accueil, de restauration, de transport. Et toutes ces conditions n'étant pas réunies, nous avons dit au recteur qu'il nous paraissait prématuré donc d'ouvrir des établissements. Donc encore une fois, la FCPE a constaté effectivement que les écoles ont été fermées parce que la situation l'exigeait, parce qu'il y avait la sécurité de nos enfants qui était en jeu. De toute façon, moi-même en tant que parent, je n'ai pas envoyé mon enfant à l'école, même si la décision de fermeture n'avait pas été prise, et même lorsque la décision d'ouverture a été prise, je n'ai pas envoyé mon enfant parce que j'ai estimé que moi, mon enfant n'était pas en sécurité. Donc nous, c'est à ce titre-là que la FCPE est intervenue auprès du rectorat pour dire attention. Oui, il faut réouvrir au plus vite, mais ça ne peut pas se faire dans n'importe quelle condition. Et au-delà de la réouverture, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme moyen pour rattraper le retard, puisque il y a eu quand même plus d'une semaine, presque 2 semaines de fermeture, et donc
il y a le calendrier scolaire qui est totalement perturbé et donc il faut peut-être réfléchir et nous étions prêts, nous sommes prêts, nous avons des propositions à faire en la matière pour pouvoir rattraper ces heures de retard. Alors la question, elle est, je vais un peu embêter les élèves et les enseignants, mais il faudrait rentrer avec 2 semaines d'avance au mois de janvier? Ce n'est pas forcément la solution. Je m'en doutais. Alors, quelles sont vos propositions? Là, nous, ce que nous préconisons, donc il y a effectivement plusieurs solutions. Ce que tu viens de dire, c'est une solution, mais c'est pas forcément la bonne parce qu'on sait très bien que dans cette période, il fait chaud et que c'est pas du tout favorable. Et s'il s'agit de faire une ouverture de classe pour dire on rattrape pour rattraper, ça sert à rien. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle, et qu'il faut revoir entièrement les emplois du temps et travailler de manière en matière pluridisciplinaire. C'est-à-dire ce qui se faisait déjà, ce qu'on appelle les fameux EPI. Et donc, c'était de dire, par exemple, français, histoire, géographie, on peut faire un cours de 2 heures de français, histoire, géographie, donc avec les 2 enseignants dans la même classe. Donc, vous avez 30 élèves avec 2 enseignants, ce qui permet de travailler en petits groupes et ce qui permet de travailler les 2 matières en même temps et donc de faire 2 heures d'histoire-géographie au lieu d'avoir un cours de français de 2 heures, un cours d'histoire de 2 heures. On pourrait donc avoir 4 heures d'histoire-géographie. On peut faire la même chose en mathématiques et en sciences physiques. Donc c'est travailler autrement, regrouper ces matières, les matières qui sont donc on va dire compatibles. Hein, je veux dire la mathématique et la physique, la géographie, l'histoire, le français. C'est d'ailleurs souvent les professeurs de français sont aussi professeurs d'histoire géo. Donc ça veut dire que c'est faisable. Et ces enseignants travaillent déjà ensemble sur les fameux EPI. Et donc, en fait, c'est de généraliser ça pour permettre donc de rattraper, de travailler plus vite, mieux, avec 2 enseignants dans une classe. On travaille forcément plus vite et mieux. On peut s'occuper de tous les enfants parce que vous avez, allez, on va dire 15 enfants. Et on travaille 2 matières, donc on travaille de manière plus globale. Et donc, on voit la matière, on voit un sujet sous l'angle du français et sous l'angle de l'histoire-géographie. Voilà, donc quelque part, voilà ce que nous on préconise. Alors c'est pas forcément la meilleure solution ou la panacée comme on dit, mais c'est une solution qui nous semble la plus appropriée pour pouvoir rattraper ce retard et peut-être décaler. Alors je sais pas, il y a plusieurs solutions. Décaler les examens, par exemple. Donc voilà, il y a plusieurs solutions et toutes ces solutions doivent être mises sur la table. Et nous, on regrette aujourd'hui que le recteur ne nous ait pas contactés pour évoquer, si ce n'est une tentative de réunion, mais en plein mouvement des Gilets jaunes, on n'a pas pu nous se rendre puisque c'était bloqué partout. Mais au-delà de cette proposition de réunion, il n'y a pas eu de nouvelles propositions de pouvoir se mettre autour d'une table pour dire, ben voilà le problème, comment on peut avancer. Donc aujourd'hui, on a un rectorat qui, a priori, demande aux enseignants de rattraper. Et donc là, on va faire du bourrage de crâne, on va faire vite, mais c'est pas forcément la meilleure solution. Alors, rattraper, il y a aussi ces mouvements de lycéens qui fait suite au mouvement des Gilets jaunes. Ça fait d'autres heures à devoir rattraper pour certains. Ça risque de faire beaucoup au moment des examens, toutes ces petites choses qui vont s'accumuler. Ça risque effectivement de faire beaucoup, mais après, il faut aussi se poser les bonnes questions. Pourquoi les lycéens manifestent et peut-être qu'il faut prendre effectivement le temps de bien réfléchir à l'avenir. Donc, ce sont ce que disent les élèves, c'est-à-dire que moi, je suis inquiet pour mon avenir, donc je manifeste aujourd'hui parce que demain sera trop tard. Donc, peut-être, ça va prendre du temps. Deux revendications. D'abord, l'université. Pour eux, le Parcoursup. Ensuite, bon, on est toujours, depuis un moment, sur la volonté de hiérarchiser les universités, de faire de l'élitisme. Le Parcoursup, la méthodologie mise en place pour l'orientation des bacheliers vers les filières post-bac, apparemment, ça a du mal à se mettre en place. Ils ont apparemment du grain à moudre et on le voit que le mouvement lycéen est un mouvement national également. Ça risque pas de compliquer ce qui doit être mis en place l'année prochaine. C'est le nouveau bac. Nous, on a dès la mise en place de Parcoursup, on avait dénoncé cette marche en avant, cette marche forcée, sans concertation, parce que
ce gouvernement, et notamment en ce qui concerne l'éducation nationale, on a l'impression que le recteur il se lève le matin et se dit tiens, si aujourd'hui je modifie telle chose, il n'y a pas de concertation, il n'y a aucune discussion, il n'y avait en tout cas aucune discussion avec ce qu'on appelle les corps intermédiaires que sont les syndicats d'enseignants, mais donc aussi les associations de parents d'élèves, mais il y a aussi les syndicats des lycéens, les syndicats des étudiants. On n'était pas associés à toutes ces réformes et on a dénoncé dès le départ ce manque de concertation, cette marche forcée. Parcoursup, c'est un, même si aujourd'hui vous avez le gouvernement qui vous présente ça de manière en disant oui c'est super, c'est une vraie catastrophe. Et on découvre que c'est très élitiste. Et c'est très élitiste et c'est très, c'est comme une boîte noire. Hein, on rentre dedans et on sait ce qui sort, mais comment ça se passe, on le sait pas. D'ailleurs, il y a une action de la FCPE là-dessus auprès de la CNIL et du défenseur des droits sur l'accès aux données, parce qu'on n'a pas accès à nos données, ce qui n'est pas normal, etc. Donc c'est-à-dire il faut être vraiment profiler à ce moment-là. Alors je sais pas s'il faut être profiler, mais en tout cas c'est les établissements aujourd'hui sélectionnent, ce qui n'est pas normal. Et donc voilà, donc nous et aujourd'hui donc les lycéens, les étudiants manifestent parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème sur Parcoursup. Ils manifestent aussi parce que la réforme du lycée se fait sans eux. Et sans les fédérations de parents d'élèves, sans les syndicats et sans les lycéens. Et donc, ils sont inquiets parce qu'ils ne savent pas. Les lycéens avec qui j'ai discuté, c'est qu'ils sont inquiets parce que on ne leur explique pas ce que c'est que cette réforme. Et pour l'instant, ils ne voient que du négatif. Alors, il y a peut-être des bonnes choses, mais il faut en discuter. Le problème, c'est qu'on a en face un gouvernement qui décide de telles choses et qui dit ça sera comme ça et pas autrement, et qui refuse toute négociation. Bon. Avec les manifestations, que ce soit les Gilets jaunes ou que ce soit les lycéens, ça évolue parce que il y a eu des contacts notamment de la FCPE avec le ministère récemment. Donc il y a eu une volonté de dialogue. Donc il y a des réunions qui vont se mettre en place entre la FCPE et le ministère pour justement travailler sur pour qu'on puisse nous faire nos propositions. Donc on espère que ça sera aussi le cas avec les lycéens, parce que nous demandons au ministère d'entendre les revendications des lycéens, de les écouter, parce qu'ils sont aujourd'hui capables de se faire entendre, ils sont structurés, il y a des syndicats de lycéens, il faut pas croire qu'ils ne peuvent pas prendre part à leur avenir quelque part. Et donc il faut que là aussi le ministère écoute les lycéens, qu'ils les reçoivent, qu'ils arrêtent de réprimer par la violence les manifestations lycéennes, et que on se mette enfin tous autour d'une table pour décider de ce qu'il faut mettre en place comme réforme au niveau donc du lycée, au niveau du bac, revoir Parcoursup, etc. Donc voilà, à partir du moment où le gouvernement entendra et acceptera de discuter, je pense que les lycéens ils retourneront à l'école à partir du moment où ils sont entendus, comme pour toutes les manifestations qui ont cours actuellement. Ça sera ma dernière question, Daniel Amouni. Le nouveau bac, ce sera donc à partir de l'année prochaine. Parti comme c'est, avec un grand besoin de maîtriser l'oral. C'est bien parti pour ce nouveau concept? C'est les craintes que nous avons, sur l'oral notamment, parce que comment les élèves vont être préparés à cet oral. Et nous, ce qu'on craint, c'est justement cette fracture entre ceux qui auront les moyens de pouvoir préparer l'oral, de pouvoir peut-être prendre des cours particuliers, etc. Donc, quels sont les moyens que le ministère va mettre en place pour donc gommer ces inégalités et faire en sorte que tous les élèves puissent préparer correctement les épreuves. Donc nous, on est très sceptiques par rapport à ça, et c'est pour ça que on a donc dit qu'on n'était pas d'accord sur la mise en œuvre, puisqu'on ne sait pas quels moyens vont être mis derrière. Donc si les moyens sont mis, on pourra effectivement peut-être revoir notre jugement, mais en tout état de cause, tel que prévu aujourd'hui, moi je n'ai pas entendu, en tout cas au niveau de la Réunion, qu'il allait avoir des moyens supplémentaires, puisqu'on parle même de suppression de 2600 postes dans l'éducation nationale, au niveau national. Donc on n'est pas dans le sens de mettre des moyens pour pouvoir faire que nos élèves puissent préparer le bac dans de bonnes conditions. On en reviendra l'année prochaine sur cette orale, sur la préparation, parce que je pense que c'est un point important. On verra un petit peu quels seront les dispositifs mis en place pour vraiment
amener les jeunes à être à l'aise dans les euros qui s'attendent. Merci Daniel Amouni. En tout cas, bonne fête. Merci et bonne fête à toi aussi. À vous et à toute la famille et puis à tous ceux qu'on connaît. On aura l'occasion d'en parler en tout cas l'année prochaine. Merci. Okay, merci.